Le lendemain, à 7h30, Denise était devant le bonheur des dames. Elle voulait s'y présenter avant de conduire Jean chez son patron, qui demeurait loin, dans le haut du faubourg du Temple. Mais avec ses habitudes matinales, elle s'était trop pressée de descendre. Les commis arrivaient à peine, et craignant d'être ridicule, prise de timidité, elle resta à piétiner un instant sur la place Gaillon. Un vent froid soufflait. Il avait déjà séché le pavé. De toutes les rues, éclairées d'un petit jour pâle sous le ciel de cendre, les commis débouchaient vivement, le collet de leur paletot relevé, les mains dans les poches, surpris par ce premier frisson de l'hiver. La plupart filaient seuls et s'engouffraient au fond du magasin sans s'adresser ni une parole ni même un regard. D'autres allaient par deux ou par trois, parlant vite, tenant la largeur du trottoir, et tous, du même geste, avant d'entrer, jetaient dans le ruisseau leurs cigarettes ou leurs cigares. Denise s'aperçut que plusieurs de ces messieurs la dévisageaient en passant. Alors sa timidité augmenta. Elle ne se sentit plus la force de les suivre. Elle résolut de n'entrer à son tour que lorsque le défilé aurait cessé, rougissant à l'idée d'être bousculée sous la porte au milieu de tous ces hommes. Mais le défilé continuait, et pour échapper au regard, elle fit lentement le tour de la place. Quand elle revint, elle trouva, planté devant le bonheur des dames, un grand garçon, blême et dégingandé, qui depuis un quart d'heure semblait attendre, comme elle. « Mademoiselle, finit-il par lui demander d'une voix balbutiante, vous êtes peut-être une vendeuse dans la maison ?» Elle resta si émotionnée d'entendre ce garçon inconnu lui adresser la parole qu'elle ne répondit pas d'abord. « C'est que, voyez-vous, continua-t-il en s'embrouillant davantage, j'ai l'idée de voir si on ne pourrait pas m'y prendre. Et vous m'auriez donné un renseignement ?» Il était aussi timide qu'elle. Il se risquait à l'aborder parce qu'il la sentait tremblante comme lui. « Oh, ce serait avec plaisir, monsieur, répondit-elle enfin. Mais je ne suis pas plus avancée que vous, je suis là aussi pour me présenter. »« Ah, très bien, fit-il tout décontenancé. Et ils rougirent fortement. Leurs deux timidités demeurèrent un instant face à face, attendris par la fraternité de leur situation, n'osant pourtant se souhaiter tout haut une bonne réussite. Les commis entraient toujours. Maintenant, Denise les entendait plaisanter quand ils passaient près d'elle, en lui jetant un coup d'œil oblique. Son embarras grandissait d'être ainsi en spectacle. Elle se décidait à faire dans le quartier une promenade d'une demi-heure, lorsque la vue d'un jeune homme qui arrivait rapidement par la rue Port-Mahon l'arrêta une minute encore. Évidemment, ce devait être un chef de rayon, car tous les commis le saluaient. Il était grand, la peau blanche, la barbe soignée, et il avait des yeux couleur de vieil or, une douceur de velours qu'il fixa un instant sur elle, au moment où il traversa la place. Décidément la peur la prenait. Elle se mit à descendre lentement la rue Gaillon, puis la rue Saint-Roch, en attendant que le courage lui revînt. C'était mieux qu'un chef de rayon, c'était Octave Mouret en personne. Quand il vint s'asseoir devant son bureau dans son cabinet de l'entresol, il était solide, l'œil vif, la peau fraîche, tout à la besogne, comme s'il eût passé 10 heures au lit. Le cabinet, vaste, meublé de vieux chênes et tendu de reps verts, avait pour seul ornement un portrait, le portrait de cette Madame Édouin dont le quartier parlait encore. Depuis qu'elle n'était plus, Octave lui gardait un souvenir attendri, se montrait reconnaissante à sa mémoire de la fortune dont elle l'avait comblée en l'épousant. Aussi, avant de se mettre à signer les traites posées sur son buvard, adressa-t-il au portrait un sourire d'homme heureux. On frappa, et sans attendre, un jeune homme entra, grand et maigre, aux lèvres minces, au nez pointu, très correct d'ailleurs, avec ses cheveux lissés, où des mèches grises se montraient déjà. Mouret avait levé les yeux, puis, continuant de signer, « Vous avez bien dormi, Bourdoncle ?»« Très bien, merci, » répondit le jeune homme qui marchait à petits pas comme chez lui. Bourdoncle, fils d'un fermier, pauvre, des environs de Limoges, avait débuté jadis au bonheur des dames, en même temps que Mouret lorsque le magasin occupait l'angle de la place Gaillon. Très intelligent, très actif, il semblait alors devoir supplanter aisément son camarade moins sérieux. Mais il n'apportait pas le coup de génie de ce Provençal passionné,
ni son audace, ni sa grâce victorieuse. D'ailleurs, par un instinct d'homme sage, il s'était incliné devant lui, obéissant, et cela sans lutte dès le commencement. Lorsque Mouret avait conseillé à ses commis de mettre leur argent dans la maison, Bourdoncle s'était exécuté un des premiers, lui confiant même l'héritage inattendu d'une tante. Et peu à peu, après avoir passé par tous les grades, vendeur, puis second, puis chef de comptoir à la soie, il était devenu un des lieutenants du patron. Bourdoncle était chargé de la surveillance générale. « Et vous, reprit-il familièrement, avez-vous bien dormi ?» Lorsque Mouret eut répondu qu'il ne s'était pas couché, il hocha la tête en murmurant « Mauvaise hygiène. »« Pourquoi donc ?» dit l'autre avec gaieté. « Je suis moins fatigué que vous, mon cher. Vous avez les yeux bouffés de sommeil. Vous vous alourdissez à être trop sage. Amusez-vous donc, ça vous fouettera les idées. » C'était toujours leur dispute amicale. Bourdoncle se contentait au magasin d'exploiter les clientes avec un grand mépris pour leur frivolité, à se ruiner en chiffons imbéciles. Mouret, au contraire, affectait ses extases, restait devant les femmes ravies et câlins, emporté continuellement dans les nouveaux amours, et ses coups de cœur étaient comme une réclame à la vente. « J'ai vu Madame Desforges cette nuit. Ce n'est pas avec elle que vous avez soupé ensuite ?» demanda l'associé. Mouret se récria. « Oh, par exemple, elle est très honnête, mon cher. Non, j'ai soupé avec Héloïse. » Il prit un autre paquet de traites, continua de signer. Bourdoncle marchait toujours à petits pas. Il alla jeter un coup d'œil dans la rue Neuve-Saint-Augustin par les hautes glaces de la fenêtre, puis revint en disant « Vous savez qu'elles se vengeront ?»« Qui donc ?» demanda Mouret, auquel la conversation échappait. « Mais les femmes !» Alors il s'égaya davantage. Il laissa percer le fond de sa brutalité sous son air d'adoration sensuelle. Il parut déclarer qu'il les jetterait toutes par terre comme des sacs vides le jour où elle l'aurait aidé à bâtir sa fortune. Bourdoncle, entêté, répétait de son air froid. « Elles se vengeront. Il y en aura une qui vengera les autres, c'est fatal. »« Ah, pas peur !» cria Mouret en exagérant son accent provençal. « Celle-là n'est pas encore née, mon bon. Et si elle vient, vous savez... » Il avait levé son porte-plume, il le brandissait, et il le pointa dans le vide, comme s'il eût voulu percer d'un couteau un cœur invisible. L'associé reprit sa marche, s'inclinant comme toujours devant la supériorité du patron, dont le génie plein de trous le déconcertait pourtant. Un silence régna. On n'entendait que la plume de Mouret. Puis, sur des questions brèves posées par lui, Bourdoncle fournit des renseignements au sujet de la grande mise en vente des nouveautés d'hiver, qui devait avoir lieu le lundi suivant. C'était une très grosse affaire, la maison y jouait sa fortune, car les bruits du quartier avaient un fond de vérité. Mouret se jetait en poète dans la spéculation, avec un tel faste, un besoin tel du colossal, que tout semblait devoir craquer sous lui. Il y avait là un sens nouveau du négoce, une apparente fantaisie commerciale qui, autrefois, inquiétait Madame Hédouin et qui, aujourd'hui, encore malgré de premiers succès, consternait parfois les intéressés. On blâmait à voix basse le patron d'aller trop vite. On l'accusait d'avoir agrandi dangereusement les magasins avant de pouvoir compter sur une augmentation suffisante de la clientèle. On tremblait surtout en le voyant mettre tout l'argent de la caisse sur un coup de carte, emplir les comptoirs d'un entassement de marchandises sans garder un sou en réserve. Ainsi, pour cette mise en vente, après les sommes considérables payées aux maçons, le capital entier se trouvait dehors. Une fois de plus, il s'agissait de vaincre ou de mourir. Et lui, au milieu de cet effarement, gardait une gaieté triomphante, une certitude des millions. Lorsque Bourdoncle se permit de témoigner certaines craintes à propos du développement exagéré donné à des rayons dont le chiffre d'affaires restait douteux, il eut un beau rire de confiance en criant « Laissez donc, mon cher, la maison est trop petite !» L'autre parut abasourdi, pris d'une peur qu'il ne cherchait plus à cacher. « La maison trop petite ? Une maison de nouveauté où il y avait 19 rayons et qui comptait 403 employés ? Mais sans doute, répondit Mouret, nous serons forcés de nous agrandir avant 18 mois. J'y songe sérieusement. Cette nuit, Madame Desforges m'a promis de me faire rencontrer demain chez elle avec une personne. Enfin, nous causerons quand l'idée sera mûre. Et ayant fini de signer les traites, il se leva.
il vint donner des tapes amicales sur les épaules de l'intéressé, qui se remettait difficilement. Cet effroi des gens prudents autour de lui l'amusait. Dans un des accès de brusque franchise dont il accablait parfois ses familiers, il déclara qu'il était, au fond, plus juif que tous les juifs du monde. Il tenait de son père, auquel il ressemblait physiquement et moralement, un grand gaillard, qui connaissait le prix des sous. Et s'il avait de sa mère ce brin de fantaisie nerveuse, c'était là peut-être le plus clair de sa chance, car il sentait la force invisible de sa grâce à tout oser. « Vous savez bien qu'on vous suivra jusqu'au bout », finit par dire Bourdoncle. Alors, avant de descendre dans le magasin jeter leur coup d'œil habituel, tous deux réglèrent encore certains détails. Mouret, ayant remarqué que les marchandises démodées, les rossignols, s'enlevaient d'autant plus rapidement que la gelte donnée aux commis était plus forte, avait basé sur cette observation un nouveau commerce. Il intéressait désormais ses vendeurs à la vente de toutes les marchandises. Il leur accordait un tant pour cent sur le moindre bout d'étoffe, le moindre objet vendu par eux. Mécanisme qui avait bouleversé les nouveautés, qui créait entre les commis une lutte pour l'existence dont les patrons bénéficiaient. Cette lutte devenait du reste entre ses mains la formule favorite, le principe d'organisation qu'il appliquait constamment. Il lâchait les passions, mettait les forces en présence, laissait les gros manger les petits. Le spécimen du cahier fut approuvé. En haut, sur la souche et sur la note à détacher, se trouvait l'indication du rayon et le numéro du vendeur. De cette façon, le contrôle était plus facile. Il suffisait de collationner les notes remises par la caisse au bureau de défalcation avec les souches restées entre les mains des commis. Chaque semaine, les derniers toucheraient ainsi leur tant pour cent sur leur gelte, sans erreur possible. « Nous serons moins volés », fit remarquer Bourdoncle avec satisfaction. « Vous avez eu là une idée excellente. » « Et j'ai songé cette nuit à autre chose, » expliqua Mouret. « Oui, mon cher, cette nuit, à ce souper, j'ai envie de donner aux employés du bureau de défalcation une petite prime pour chaque erreur qu'ils relèveront dans les notes de débit, en les collationnant. Vous comprenez ? Nous serons certains dès lors qu'ils n'en négligeront pas une seule, car ils en inventeraient plutôt. » Il se mit à rire, pendant que l'autre le regardait d'un air d'admiration. Cette application nouvelle de la lutte pour l'existence l'enchantait. Il avait le génie de la mécanique administrative. Il rêvait d'organiser la maison de manière à exploiter les appétits des autres pour le contentement tranquille et complet de ses propres appétits. « Eh bien, descendons, » reprit Mouret. « Il faut s'occuper de cette mise en vente. La soie est arrivée d'hier, n'est-ce pas ? Et Boutemont doit être à la réception. » Bourdoncle le suivit. Le service de la réception se trouvait dans le sous-sol du côté de la rue Neuve-Saint-Augustin. Là, au ras du trottoir, s'ouvrait une cage vitrée où les camions déchargeaient les marchandises. Elles étaient pesées, puis elles basculaient sur une glissoire rapide dont le chêne et les ferrures luisaient, polis sous le frottement des ballots et des caisses. Tous les arrivages entraient par cette trappe béante. C'était un engouffrement continu, une chute d'étoffe qui tombait avec un ronflement de rivière. Aux époques de grande vente surtout, la glissoire lâchait dans le sous-sol un flot intarissable. Les soieries de Lyon, les lainages d'Angleterre, les toiles des Flandres, les calicots d'Alsace, les indiennes de Rouen, et parfois, les camions devaient prendre la file. Les paquets, en roulant, faisaient au fond du trou le bruit sourd d'une pierre jetée dans une eau profonde. Lorsqu'il passa, Mouret s'arrêta un instant devant la glissoire. Elle fonctionnait, des files de caisses descendaient toutes seules, sans qu'on vît les hommes dont les mains les poussaient. En haut, et elle semblait se précipiter d'elle-même, ruisseler en pluie d'une source supérieure. Puis des ballots parurent, tournant sur eux-mêmes comme des cailloux roulés. Mouret regardait sans prononcer une parole. Mais, dans ses yeux clairs, cette débâcle de marchandises qui tombait chez lui, ce flot qui lâchait des milliers de francs à la minute, mettait une courte flamme. Jamais encore il n'avait eu une conscience si nette de la bataille engagée. C'était cette débâcle de marchandises qu'il s'agissait de lancer aux quatre coins de Paris. Il n'ouvrit pas la bouche. Il continua son inspection. Dans le jour gris qui venait des larges soupiraux, une équipe d'hommes recevait les envois, tandis que d'autres déclouaient les caisses et ouvraient les ballots en présence des chefs de rayon. Une agitation de chantier emplissait ce fond de cave. «
Vous avez tout, Boutemont ? Demanda Mouret en s'approchant d'un jeune homme à fortes épaules, en train de vérifier le contenu d'une caisse. Oui, tout doit y être, répondit ce dernier, mais j'en ai pour la matinée à compter. Le chef de rayon consultait la facture d'un coup d'œil, debout devant un grand comptoir. C'était un déballage général, une confusion apparente d'étoffes, étudiées, retournées, marquées, au milieu du bourdonnement des voix. Boutemont, qui devenait célèbre sur place, avait une face ronde de joyeux compère, avec une barbe d'un noir d'encre et de beaux yeux marrons. Né à Montpellier, noceur, braillard, il était médiocre pour la vente, mais pour l'achat, on ne connaissait pas son pareil. Envoyé à Paris par son père, qui tenait là-bas un magasin de nouveautés, il avait absolument refusé de retourner au pays quand le bonhomme s'était dit que le garçon en savait assez long pour lui succéder dans son commerce. Et dès lors, une rivalité avait grandi entre le père et le fils. Le premier, tout à son petit négoce provincial, indigné de voir un simple commis gagner le triple de ce qu'il gagnait lui-même. Le second, plaisantant la routine du vieux, faisant sonner ses gains et bouleversant la maison à chacun de ses passages. Comme les autres chefs de comptoir, celui-ci touchait, outre ses 3000 francs d'appointement fixe, un tant pour cent sur la vente. Montpellier, surpris et respectueux, respectait que fils Boutemont avait l'année précédente empoché près de 15 000 francs. Et ce n'était qu'un des commencements. Des gens prédisaient au père exaspéré que ce chiffre grossirait encore. Cependant, Bourdoncle avait pris une des pièces de soie dont il examinait le grain d'un air attentif d'homme compétent. C'était une faille à la lisière bleue et argent, le fameux Paris-Bonheur, avec laquelle Mouret comptait porter un coup décisif. « Elle est vraiment très bonne, » murmura l'intéressé. « Et elle fait surtout plus d'effet qu'elle n'est bonne, » dit Boutemont. « Il n'y a que du Monteil pour vous fabriquer ça. À mon dernier voyage, quand je me suis fâché avec Gaujean, celui-ci voulait bien mettre 100 métiers sur ce modèle, mais il exigeait 25 centimes de plus par mètre. » Presque tous les mois, Boutemont allait ainsi en fabrique, vivant des journées à Lyon, descendant dans les premiers hôtels, ayant l'ordre de traiter les fabricants à bourse ouverte. Il jouissait d'ailleurs d'une liberté absolue. Il achetait comme bon lui semblait, pourvu que chaque année il augmentât dans une proportion fixée d'avance le chiffre d'affaires de son comptoir. En somme, sa situation au bonheur des dames, comme celle de tous les chefs, les collègues, se trouvait être celle d'un commerçant spécial dans un ensemble de commerces divers, une sorte de vaste cité du négoce. « Alors, c'est décidé, reprit-il. Nous la marquons 5 francs 60 ? Vous savez que c'est à peine le prix d'achat ? Oui, 5 francs 60, dit vivement Mouret. Et si j'étais seul, je la donnerais à perte. Le chef de rayon eut un bon rire. Oh, moi je demande pas mieux. Ça va tripler la vente. Et comme mon seul intérêt c'est d'arriver à de grosses recettes. Mais Bourdoncle restait grave, les lèvres pincées. Lui touchait son tant pour cent sur le bénéfice total. Et son affaire n'était pas de baisser les prix. Justement, le contrôle qu'il exerçait consistait à surveiller la marque, pour que Boutemont, cédant au seul désir d'accroître le chiffre de vente, ne vendît pas à trop petit gain. Du reste, il était repris de ses inquiétudes anciennes devant des combinaisons de réclames qui lui échappaient. Il osa montrer sa répugnance en disant « Si nous la donnons à 5 francs 60, c'est comme si nous la donnions à perte, puisqu'il faudra prélever nos frais, qui sont considérables. On la vendrait partout à 7 francs. » Du coup, Mouret se fâcha. Il tapa de sa main ouverte sur la soie en criant nerveusement « Mais je le sais, et c'est pourquoi je désire en faire cadeau à nos clientes. En vérité, mon cher, vous n'aurez jamais le sens de la femme. Comprenez donc qu'elles vont se l'arracher, cette soie. »« Sans doute, » répondit l'intéressé qui s'entêtait. « Et plus elles se l'arracheront, plus nous perdrons. Mais nous perdrons quelques centimes sur l'article, je veux bien. Et après ? Le beau malheur, si nous attirons toutes les femmes, et si nous les tenons à notre merci, séduites, affolées devant l'entassement de nos marchandises, vidant leur porte-monnaie sans compter. Le tout, mon cher, c'est de les allumer, et il faut pour cela un article qui flatte, qui fasse époque. Ensuite, vous pouvez vendre les autres articles aussi chers qu'ailleurs. Elles croiront les payer chez vous meilleur marché. Par exemple, notre cuir d'or, ce taffetas à 7 francs 50, qui se vend partout ce prix, va passer également pour une occasion extraordinaire et suffira à combler la perte du Paris-Bonheur. Vous verrez. Il devenait éloquent. Comprenez-vous, je veux que dans 8 jours le Paris-Bonheur révolutionne la place.
Il est notre coup de fortune. C'est lui qui va nous sauver et qui nous lancera. On ne parlera que de lui. La lisière bleue et argent sera connue d'un bout de la France à l'autre. Et vous entendrez la plainte furieuse de nos concurrents. Le petit commerce y laissera encore une aile. Enterrez tous ces brocanteurs qui crèvent de rhumatisme dans leur cave. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.